Yo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tips and Tricks que encore une fois je suis très heureuse de faire. Je suis vraiment contente que cette série elle perdure et qu'il y ait des chanteuses pour l'instant qui me fassent confiance. Donc merci à celles qui sont passées par là, merci à celles qui vont y passer. Comme aujourd'hui, je suis hyper contente d'accueillir, comme à chaque fois d'ailleurs je suis toujours super contente d'accueillir des chanteuses ici. On va accueillir Léa Desandré. Alors en ce moment elle est en production à Zurich pour les Noces de Figaro. On va faire ça en visio. On va l'appeler tout de suite. Coucou. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va? Ouais. T'es à Zurich là? Ouais, je suis à Zurich, on répète les Noces de Figaro. C'est ton 4e chérubin de la saison? Je crois que c'est mon 5e. Aix, Lausanne, 5e? Paris. Attends, t'as commencé par Lausanne? Non, Aix. Ah oui, alors la saison, non, parce que moi, je rétrograde il y a un an, tu vois. Oui, t'as raison. Oui. Tu sais mieux que moi. Je devrais peut-être te considérer pour te prendre comme agent, parce que t'es meilleur que moi-même. Et comment tu te sens dans ce nouveau chérubin? T'as eu beaucoup de concerts avec... t'as eu les concerts de ton album qui est sorti, avec Jupiter, etc. Donc ça te permet très probablement de faire des coupures. Sinon, c'est le seul rôle que tu auras pu jouer cette année, ce qui est déjà fantastique, évidemment. Mais c'est pas compliqué d'enchaîner le même rôle sur différentes productions. Comment t'arrives à trouver de la fraîcheur sur ce personnage que je sais que tu aimes beaucoup? Je trouve que c'est super intéressant parce que jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup de one-shot, notamment à cause du répertoire de musique ancienne, parce qu'en musique ancienne, tu fais souvent des redécouvertes de pièces, donc des pièces qui n'ont jamais été jouées. Tu passes des semaines à les travailler, à les apprendre, puis tu fais un concert ou une production et tu les rejoues ou rechanteras pas probablement tout de suite, voire jamais. Et donc en fait, l'idée de faire une saison de Chérubin, c'était un peu un rêve pour moi déjà de ne pas avoir à réapprendre constamment de nouveaux rôles et de me dire c'est super intéressant parce que je vais rentrer dans une nouvelle dynamique qui est de ne pas me soucier de mon texte, de comprendre le livret, de comprendre la situation, le lien avec les autres personnages, mais d'arriver à un stade où vraiment Chérubin, c'est un peu ma seconde peau. Je réfléchis pas, les choses se font inconsciemment. C'est plus un masque ou un vêtement dans lequel je dois entrer au niveau de la recherche du personnage. C'est devenu spontané, naturel, et du coup, il y a quelque chose du domaine du lâcher-prise qui est assez fascinant et qui m'était jamais arrivé à ce niveau-là, qui est d'arriver en répétition et d'être déjà le personnage et surtout de pas se soucier de comment je vais chanter ça, là j'ai un souci technique à ce niveau-là, quelle est la phrase qui vient après, bien connaître les répliques des autres, enfin tout ce qu'on connaît lorsqu'on débute dans un rôle. Et puis ce qui est merveilleux aussi, c'est d'arriver avec une page blanche à chaque fois, parce que même si c'est une nouvelle production, ce qui est intéressant, c'est d'à chaque fois repartir totalement vierge de connaissance du personnage, en accumulant quand même des couches qui sont plus intérieures, mais qui font que moi j'arrive à nourrir et à apporter des subtilités que j'avais pas au début. Et puis de voir à quel point une œuvre peut être traitée différemment en fonction d'un chef et d'un metteur en scène. Surtout que j'ai fait cette saison, pour l'instant, j'ai fait 2 productions en costume d'époque, 2 productions en costume très moderne. Là, celle-ci, c'est encore flou. Mais du coup, c'est super intéressant parce que tu es transposé dans des univers totalement différents et qui font que mon chérubin, il s'étoffe énormément et que je pense que c'est encore plus facile lorsque c'est un personnage avec lequel tu t'entends bien et que tu aimes. Moi, chérubin, ça a été un peu comme pour l'instant une année de psychanalyse, quoi, mais avec mon propre personnage. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un personnage très candide et qui voit la beauté partout et qui respire l'amour et la joie pour moi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile le matin en me levant d'être moi-même comme ça. Et je sens que le personnage me fait vraiment grandir et aller sur le chemin que j'ai envie d'emprunter moi en tant qu'être humain, en tant que Léa, quoi. Donc c'est merveilleux. Ouais, donc en fait, plus tu avances avec ces nouveaux chérubins qui arrivent les uns les autres, plus au final, ton toi chérubin, il s'enrichit et ça permet à tes prochains d'être encore
plus riche. Et puis en plus, j'imagine que le fait d'avoir des collègues différents, ou parfois même d'en retrouver, ça enrichit aussi tout ça. Ça doit amener quelque chose de très frais finalement. Bien, enfin, la mise en scène, le chef, etc. Mais les collègues aussi qui arrivent autour rafraîchissent toujours ça, non? Complètement. Et c'est super intéressant de voir à quel point des collègues peuvent rendre une pièce totalement différente, incarner et trouver de nouvelles couleurs constamment. Et même soi-même en fonction de l'énergie de la personne qu'on a en face, de la façon dont il colore le texte, dont il l'articule, comment nous-mêmes on va réagir vis-à-vis de ce que la personne nous propose et nous donne. Mais ça peut même être, on s'en rend compte même avec un seul collègue, lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui aime jouer, qui est dans son texte et qui incarne le personnage, d'une répète à l'autre, on peut se retrouver avec des scènes qui sont complètement différentes. Je me souviens sur les noces qu'on a faites à Paris il n'y a pas longtemps, j'avais Peter Mattei comme comte, et la première fois qu'on a fait la scène où donc le rapport chérubin-comte, c'est très particulier, ça peut être traité comme un rapport d'animosité, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'appréhension, où il peut aussi être chérubin un peu... bon, tu me fais pas peur, moi rien me fait peur, rien ne me fait peur dans le monde. Et la première répétition, Peter, il m'a répondu de manière hyper violente. Et du coup, j'avais envie de lui rentrer dedans. Et puis le lendemain, on refait la scène en se disant on va la refaire en restant dans ce carcan, entre guillemets, que nous a donné la mise en scène, dans ce cadre en tout cas. Et là, il m'a dit la phrase, il m'a regardé droit dans les yeux et il l'a susurré entre les dents. Et du coup, j'avais pas envie de lui rentrer dedans. J'avais envie, moi aussi, d'aller lui appuyer là où ça faisait mal. Et c'est pour ces moments-là, en fait, qu'on aime répéter et qu'on aime incarner des personnages. C'est trop bien. Par rapport à ton parcours, quand tu as commencé à chanter, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour toi de chanter? Est-ce que tu as fait des études en parallèle, un peu en secours? C'est pas tous les élèves chanteurs qui peuvent faire que de la musique dès le départ pour plein de raisons différentes. Est-ce que toi, c'était ton cas, tu t'es concentré tout de suite dessus? Ou tu t'es dit, j'assure le coup avec quelque chose d'un peu plus sûr? En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Déjà parce que j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me suivre financièrement et qui étaient prêts et ouverts à me laisser faire ce que je voulais. J'ai fait une classe à horaire aménagé au lycée, mais pas une classe à horaire aménagé traditionnelle, pas celle où souvent avec les maîtrises notamment, où on couple le matin on va en cours et l'après-midi on va à Radio France ou des choses comme ça. Moi, c'était une maîtrise, la maîtrise de la mort, trop bien. On avait cours de 8h à 13h et l'après-midi, on faisait ce qu'on voulait. Et moi, depuis que je suis toute jeune, il y avait 2 disciplines à l'école dans lesquelles j'étais bonne. C'était celle avec des coefficients super mauvais, mais c'était celle dans lesquelles je me sentais bien et épanouie. C'était le sport et la musique. Le reste, ça m'intéressait vaguement, mais si, ça m'intéressait, mais c'était pas ma priorité, quoi. C'était pas là que je me sentais vivante. Et donc du coup, grâce à ce lycée horaire aménagé, j'ai pu explorer grandement plein de disciplines. J'ai fait du basket, du volley, du handball, du tennis, du golf, de la peinture, beaucoup de danse. Et moi, je voulais être danseuse, en fait. C'était mon rêve total. À l'âge de 12 ans, en fait, jusqu'à 12 ans, je n'entrais pas dans le format demandé par l'Opéra de Paris, c'est-à-dire faire tel poids et faire telle taille. J'ai toujours été trop grande. Et la dernière année où je pouvais entrer dans l'école, j'étais dans les bonnes mesures. Et en fait, cette année-là, j'ai commencé la chorale du collège parce que j'avais une super prof de musique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivie tout au long de mon parcours et de ma vie, et encore aujourd'hui. Quand j'ai en face de moi des gens qui m'inspirent, je deviens passionnée. Et c'était le cas de mon prof de sport à l'école maternelle et ma prof de musique au collège. Et voilà, moi, il me faut de la nourriture concrète qui passe par la passion. Et donc, comme cette prof de musique était super passionnante, elle a proposé j'ai une chorale au collège, est-ce que vous voulez la rejoindre? C'est entre midi et 2. Je me suis dit cool, ouais. Puis j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé ça vraiment cool. Surtout de faire des harmonies avec les copains et tout. Et puis, ma grand-mère était chanteuse d'opéra, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai toujours un peu... je me moquais pas, mais ça me passionnait pas, quoi. Mais ma mère a essayé comme ça un jour à la maison. Elle me dit, regarde, il y a un reportage à la télé. Et il y avait un reportage sur Nathalie Dessay, sur son album Le Miracle d'une voix. Elle m'a dit, t'as vu, elle chante et elle danse en même temps, c'est cool, tu pourrais faire la même chose en rigolant. Et en fait, j'ai trouvé ça ouf, quoi. C'était la poupée des contes d'Hoffmann. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien.
Et c'était la période où je devais justement préparer les concours pour entrer à l'école de Nanterre, à l'école des petits rats de l'opéra. Et ma prof de musique m'a dit, mais tu sais, juste à côté de chez toi, il y a la maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris, ça pourrait être le moyen de découvrir la scène autrement que par la danse. Et là, coup de foudre, quoi, tu vois. C'était évident. Et mon professeur de danse m'a dit, parce que ça prenait beaucoup de temps quand même d'aller à l'opéra, elle m'a dit, va quand même falloir prendre une décision, tu peux pas consacrer autant de temps au chœur d'enfant et à la danse, il faut que tu décides. En pensant évidemment que ce serait un peu un électrochoc et que je choisirais la danse. Eh bien non, la danse, j'ai poursuivi et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de rigueur dans le travail, de discipline. Sur un plateau, comment gérer l'espace avec ses collègues, comment gérer la lumière, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est toujours en moi et qui m'a construite aussi. Mais donc tout ça pour dire que j'ai commencé le chant. Mes parents m'ont senti complètement épanouie et passionnée. Je respirais opéra. Ils m'emmenaient à l'opéra plusieurs fois par semaine. Mes parents ont été vraiment braves. J'avais toutes les places au TCE à 5 € en haut, au Paradis, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique. J'ai vraiment fait toutes les salles de Paris. Et voilà, il ne s'est pas posé 12 000 questions. J'ai passé mon bac et mes parents m'ont dit « tu fais ce que tu veux ». Donc j'ai fait des petits boulots. J'étais ouvreuse à l'opéra, au cinéma pour les opéras retransmis du Met. Voilà, parce que mes parents trouvaient que c'était bien aussi d'être dans quelque chose de concret. Et je me suis jamais posé la question. C'était, voilà, et entre le chant et la danse, il y a ce lien et le sport, il y a ce lien de connaissance de moi, de mon corps, de mon instrument, et de faire vivre cette machine extraordinaire qui nous a été offerte par l'univers et d'apprendre à la connaître. Et en fait, ce que je trouvais merveilleux avec le chant, c'est qu'il y avait quelque chose de pas palpable, qui avait dans le sport, dans la danse, on parle de choses très concrètes, de tel muscle, tu fais ça, c'est très technique et compréhensible de l'extérieur. Le chant, il y avait ce mystère de quelqu'un qui je sais pas si vous l'avez entendu, mais beau potentiel. Il y a c'est mystérieux, la voix, on peut pas l'expliquer, on peut pas cacher ses émotions. Là où en danse, en fait, on est en permanence dans le contrôle. Le chant, on doit on doit contrôler, évidemment, puisqu'on a un instrument à gérer, mais on doit apprendre aussi à lâcher prise. Et peut-être qu'en danse, c'est la même chose et que j'ai jamais non plus été suffisamment à des niveaux élevés pour pouvoir apprendre à lâcher prise. Clairement pas. Mais voilà. Je trouve ça fou, la diversité des parcours qu'il peut y avoir. Là, tu vois, vous êtes 5. Il y a Elsa, donc toi, Marine, Marie-André et Julie. Bon, sur les 5 qui sont déjà passés là devant cette caméra, il y en a 3 qui ont fait le CNSM, mais toi, c'est pas ton cas. Marie-André non plus, c'était pas son cas. Je pense que c'est important pour les jeunes chanteurs qui débutent de pas se focaliser sur... Enfin, on peut faire le conservatoire, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres chemins. Toi, ensuite, je crois savoir que ce sont des académies aussi qui t'ont permis de... Enfin, je sais que tu es partie à Venise travailler avec Sarah Mingardo, mais ensuite, tu as fait des académies qui t'ont permis de travailler aussi en amont, de démarrer, de te mettre un peu sur les rails. Ouais, en fait, moi, j'ai essayé quand même les écoles, parce que je me disais que c'était bien d'avoir des diplômes et d'entrer dans quelque chose d'un peu plus institutionnel, mais ça n'a jamais vraiment marché pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait l'école normale une année dans la classe de Mireille Alcantara. Je me sentais bien, mais je me sentais pas non plus à ma place, parce que le répertoire qui me faisait palpiter à l'époque, c'était le répertoire de musique ancienne ou mozartien. Et là-bas, on avait envie de nous faire chanter des choses beaucoup plus tardives aussi. Ça pouvait être un peu lassant d'apporter une pièce de Handel et puis la semaine d'après une pièce de Vivaldi. On était là, bon, et sinon, tu veux pas m'amener un peu de Bellini? J'étais là, mais ouais, mais ça me fait palpiter, quoi. Et aussi, le deuxième échec, entre guillemets, pour moi, ça a été le CRR de Boulogne. J'y suis entrée assez jeune dans une filière qui s'appelait la filière voix, qui n'existait pas et qui venait d'être créée. Je crois que j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Et en fait, cette filière-là, c'était plutôt pour des instrumentistes qui voulaient découvrir la voix. Et je suis arrivée à un stade où j'étais au bout de la filière voix, mais j'étais trop jeune pour entrer en classe de chant. Ils ont voulu me mettre en fin de cycle 3. Et en fait, quand ils ont appris que j'avais 16 ou 17 ans, ils ont dit « Ah non, c'est pas possible, on va te mettre en début de cycle 1 parce qu'il faut pas que les choses aillent trop vite. » Et en fait...
Déjà, quand j'étais jeune, j'étais toujours un peu en marge de tout ce qui se faisait parce que j'aimais l'opéra, parce que quand j'étais en classe de sport, on me mettait avec les garçons parce qu'avec les filles, je m'ennuyais et que j'avais envie d'aller taper dans les ballons. Et... Donc voilà, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être un peu pas là où il fallait être et je l'ai toujours très bien vécu, peut-être parce que c'était comme ça depuis que j'étais toute petite, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer à autre chose. Et le conservatoire, ça a été un peu la goutte d'eau où je me suis dit, en fait, il n'y a pas de place pour moi ici et c'est pas grave. Ma place, il faut que je la fasse ailleurs. J'ai eu une super prof de chant, Estelle Durand, qui, elle, m'a accompagnée vraiment pendant les années où j'étais à Boulogne parce que j'ai essayé quand même le conservatoire. En fait, un jour, on m'a dit, il y a un super truc qui s'appelle Erasmus, on n'a pas assez de demandes, est-ce que ça te dit pas d'y aller, même si t'es trop jeune et que tu n'as pas le droit d'en bénéficier. C'était que des trucs comme ça, hyper sur le papier, mais... Et moi, je brûlais d'envie de partir à l'étranger, de découvrir une autre culture, découvrir d'autres choses. Et Estelle m'a dit, mais oui, mais vas-y. Là, j'ai fait une petite liste de tous les conservatoires qui étaient possibles avec Boulogne. Et en fait, il n'y avait aucun conservatoire qui me plaisait. Tous les conservatoires où il y avait des profs que je voulais voir n'étaient pas dans la liste, évidemment. Donc du coup, j'ai quand même fait la demande pour tous les conservatoires qui n'étaient pas dans la liste. Ils m'ont dit, bon, ça marchera probablement pas, mais on peut essayer. Évidemment, ça a marché parce que je le désirais tellement qu'au bout d'un moment, quand on demande beaucoup là-haut, il finit par arriver des choses. En tout cas, j'ai probablement eu aussi beaucoup de chance, mais c'est pour ça que je suis partie en Erasmus pendant 6 mois avec Sarah. Et là, c'était merveilleux. J'étais dans un conservatoire où on me demandait en plus pas d'équivalence ou de points, comme on peut demander des fois en Erasmus. C'était « Bonjour Léa, qu'est-ce que tu veux faire ?» Si tu veux aller qu'à tes cours de chant, tu vas qu'à tes cours de chant. Si tu veux faire du piano, tu peux avoir du piano. Tu peux avoir des cours de langue, tout ça. Et en fait, moi, j'ai pris que des cours de chant. Et j'allais écouter tous les cours de mes collègues toutes les semaines. Donc, c'était 2 jours par semaine. En soi, c'était pas grand-chose. Et c'était tellement formateur. Après, le reste du temps, j'avais ma petite salle réservée avec le clavecin. Et ma prof, Sarah, elle m'apportait des piles de partitions toutes les semaines en me disant « Tiens !» lis et essaie de comprendre. Ça, c'est la plus belle chose qu'elle m'a dite. Et quand je suis arrivée à Venise, je me suis dit mais c'est là que je suis censée être, ça fait sens. Elle m'a dit, on va essayer de comprendre qui tu es et non pas te mettre dans une case. Et ça, j'ai trouvé ça tellement ouvert d'esprit et tellement juste que je me suis sentie bien, je me suis sentie comprise aussi. J'ai fini mon Erasmus et Sarah, qui est donc Sarah Mingardo, parce que j'ai peut-être pas précisé, qui est une merveilleuse chanteuse, m'a dit tu peux rester si tu veux, voilà. Et elle me donnait des leçons plusieurs fois par semaine, des leçons à l'ancienne, c'est-à-dire sans jamais rien me faire payer. Quand on devait aller quelque part, elle m'y conduisait. Quand j'étais chez elle, elle me faisait à manger. Et elle m'a toujours dit, là, dans ce moment de ta vie, je suis là pour toi. Et puis, quand tu chanteras sur des grandes scènes, tu m'inviteras au restaurant et ce sera à toi de faire, de t'occuper de moi. Et ça aussi, une fois de plus, c'est une rencontre. On n'en fait pas comme ça tout le temps. Quand j'étais petite et que j'allais voir des spectacles, j'avais ce truc qui m'appelait vers certains artistes. Et Sarah, ça a été évident dès que je l'ai entendu. J'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est, mais pour moi, c'est quelque chose qui est comme notre instrument impalpable et que je sentais dans l'instrument et dans ce qu'elles avaient à communiquer. Il y a eu Sarah, il y a eu Vivica Geno aussi, avec qui j'ai travaillé à Venise parce qu'elle n'était pas très loin. Nathalie Dessay qui m'a envoyée vers mon premier professeur de chant à l'époque. Voilà, c'était des personnes qui me faisaient vibrer et je me sentais connectée avec eux, je me sentais comprise avec ces gens-là. Bien que j'avais 15 ans et que dans les loges du TCE, j'allais voir Vivica pleine de confiance et que je lui disais « Oui, je comprends pas, moi je vais arriver à vocaliser très vite et toi aussi, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Voilà, sans gêne quoi la fille, tu vois. Mais il y avait ce truc spontané. Mais je trouve ça formidable parce que justement, il y a cette espèce de candeur, tu vois, qui est complètement liée au fait que tu as 15, 16, 17 ans où tu te dis, c'est Vivica Geno, mais moi je suis jeune et j'ai trop envie de savoir, mais comment on fait? Donne-moi tes secrets. Alors que à peut-être 25, tu te dirais, non, quand même, je peux pas enfoncer la porte comme ça, enfoncer pas n'importe qui. Enfin, tu vois, il y a ce truc. Et je pense qu'il faut pas hésiter parfois à le faire et à se dire, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je ne risque rien et j'y vais et j'ai envie de savoir, donc pourquoi pas demander. Et puis c'est des personnes qui sont passées, elles sont passées par là aussi, enfin par d'autres questionnements, mais elles savent très bien ce qu'on vit et avoir le conseil des aînés, c'est toujours... Même une petite phrase, je me souviens de Joyce Di Donato qui m'avait dit un jour,
Enjoy the process. J'étais là. Et elle m'avait dit, sors, va au musée, balade-toi, regarde les gens autour de toi et profite de maintenant, profite de cet instant où tu étudies, où tu es en train de te construire pour rester ouverte à tout ce qui se passe autour parce que ça te nourrira dans ton art. J'étais là, oui, mais comment on fait pour chanter bien? Et en fait, elle avait tellement raison. Et pareil, Sarah, au bout d'un moment à Venise, elle m'a dit, bon, il est temps que tu plies bagage et que tu ailles faire la fête, que tu te rencontres des gens, que tu tombes amoureuse, que tu vives, parce que maintenant, c'est ça dont tu as besoin. Et ça, je trouve ça fou, quoi. Dans un conservatoire, ça paraît impensable que quelqu'un nous dise ça. Donc Sarah, voilà, t'as dit d'aller t'amuser, etc. Est-ce que ton hygiène de vie aussi, pendant tout ce temps où t'as fait ta voix, on va dire, et encore aujourd'hui, comment tu t'adaptes? Est-ce que, je sais pas, dans ton hygiène de vie, dans ton rythme de vie, bon, quand t'es en prod, j'imagine, c'est encore plus différent, mais ton rythme de sommeil, ta nourriture, parce qu'on te voit souvent poster sur les réseaux sociaux des petites douceurs. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question, genre, tu pourras demander à Léa comment elle fait pour garder la ligne malgré toutes les bonnes choses qu'elle mange. Mais voilà, ouais, ton hygiène de vie a toujours été facile, ou c'est quelque chose aussi avec lequel tu as un peu dealé? Ouais, je comprends. J'ai eu la chance, ou pas la chance, de jamais être trop fêtarde et de tellement apprécier d'être bien reposée et de me sentir bien dans mon corps que les fois où j'ai un peu poussé les limites, je me suis dit que ça valait pas le coup. Après, je dis pas que j'adore aller boire un verre avec mes amis, tout ça, mais je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. J'ai un rythme de vie assez sain. La seule chose qui serait pas saine dans ma vie, ce serait la quantité de voyages que je m'impose, mais je me l'impose parce que j'en ai envie. Mais il y a 3 règles auxquelles je déroge pas, ou en tout cas j'essaye au max d'être... comment on dit, enfin 3 règles, de respecter ces règles-là. Voilà, la première c'est l'eau, de boire beaucoup d'eau, mais ne pas me dire à 18h, ah mince, j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui et puis je bois 2 litres d'un coup. Ça sert à rien, le corps il l'assimile pas. C'est un verre d'eau toutes les heures grosso modo, donc ça c'est super important. C'est très facile d'oublier de boire aussi, et moi je le sens, c'est radical, quoi. Donc l'eau. La deuxième chose, c'est le sommeil. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, surtout lorsqu'on est en tournée et qu'on voyage d'une ville à l'autre, qu'on dort dans des lits différents, dans des literies différentes, qu'un coup, il y a du bruit, on est désorienté parce qu'on ne sait pas où on est. Le sommeil, c'est compliqué. Donc, mes petites astuces pour bien dormir, c'est me créer une bulle, c'est mon cocon. Donc, c'est emporter mon oreiller en voyage, c'est avoir ma paire de chaussons. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans. Mais arriver chez soi, enlever ses chaussures et entrer dans ses chaussons, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Et du coup, c'est un geste dans lequel on se sent réconforté d'une certaine manière. Parce que, voilà, c'est son espace, quoi. J'aime bien mettre une goutte d'huile essentielle sur mon oreiller aussi. Moi, je mets de la lavande. Alors, il y a des gens, la lavande, ça les réveille, d'autres, ça les apaise. Moi, ça m'apaise. J'ai mes petites pierres pour ceux qui sont un peu dans les énergies et tout ça. J'ai mon améthyste au bord du lit. Voilà, je trouve que c'est important de se créer sa bulle. Je ne voyage jamais sans mon masque, parce que ça c'est pareil, t'arrives dans un hôtel et puis il n'y a pas de volet, il y en a que ça dérange pas, il y en a c'est tragique. Moi, il me faut mon masque. Voilà, donc mes petits gris-gris pour bien dormir. Et le troisième, c'est me dépenser, mais pas forcément me dépenser en faisant du sport. J'ai pas la chance d'être quelqu'un qui aime aller courir et voilà, c'est pas... ou aller faire du sport à la salle. En revanche, ce que je fais au maximum, c'est surtout lorsque je suis en période de production longue, donc là par exemple à Zurich, c'est me trouver un logement qui soit environ à une 20aine de minutes à pied ou à vélo. Entre 20 et 30 minutes, c'est idéal pour moi. Quand c'est trop près, je n'ai pas le temps pour me préparer mentalement, aller au théâtre et entrer dans mon espace de travail. Mais 20-30 minutes, c'est parfait pour réveiller le corps. Ça assure à peu près 1 heure de marche par jour. Du coup, on dort mieux. Et c'est mon moment. C'est mon moment où j'écoute de la musique,
Si je suis super bien réveillée, j'appelle quelqu'un, mais j'aime bien prendre cet instant pour juste pour moi. Alors là, c'est absolument magique ici, tu marches au bord du lac. Voilà, ça c'est le moment de se connecter à soi et aussi du coup de se créer son espace, c'est super important quand on n'est pas chez soi, parce que ce métier, c'est quand même un métier de beaucoup de sacrifices, mais je le dis pas en drama queen, tu vois, c'est des sacrifices que tu décides de faire parce que c'est un métier de passion, mais il faut avoir conscience de ces sacrifices-là. Et il faut toujours, pour moi, que la passion soit plus importante que ces sacrifices-là. Si on arrive à un moment donné où on se dit je peux plus, je veux vraiment avoir un enfant, ce métier me permet pas de m'épanouir, là il faut vraiment se poser des questions. Pour moi, le plus grand sacrifice, c'est d'être loin de mes proches, mais on a la chance de nos jours d'avoir des téléphones, donc ça c'est assez merveilleux. Et puis moi j'essaie de faire venir mes proches au maximum aussi en fonction des lieux où je suis, pour leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres pays, et puis pour partager des moments aussi avec eux. Pour moi, il faut se créer sa bulle, mais pas que le matin en allant au théâtre. De toute façon, ce métier requiert quand même beaucoup de... Il faut avoir une grande confiance en soi, je pense, pour faire ce métier-là, parce qu'on peut vite être ébranlé par tout ce qui se passe autour. On est tout le temps confronté à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, ce qui est aussi un aspect merveilleux du métier. On rencontre constamment des êtres qu'on ne serait pas forcément amené à croiser dans sa vie. Enfin, on est tout le temps stimulé par beaucoup de choses, mais du coup, c'est pour ça que c'est très important d'arriver à se créer son espace et à savoir où trouver ses racines et dans quoi on est bien. J'ai besoin de ça. Et si on est en production et que pour être cool et pour être bien admis, il faut aller boire un coup tous les soirs, bah moi j'y vais pas, c'est pas grave, c'est pas important, les gens m'acceptent tel que je suis, mais j'ai besoin de me remettre dans cet espace-là, d'accepter qu'on peut pas forcément toujours plaire à tout le monde ou pas forcément correspondre aux attentes que les personnes ont de nous aussi. Enfin, moi j'essaie de communiquer une image qui est proche de la mienne, c'est-à-dire de poster des photos d'oiseaux et des photos de bateaux. C'est pas forcément passionnant, mais comme ça j'essaie de pas me créer une image qui n'est pas celle que je suis. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris avec les années. Se créer son espace, c'est fondamental, ça nous apporte de la force et ça fait que du coup on peut être bien disposé, bien avec les autres et bien surtout avec soi-même. Et à partir du moment où on est bien avec soi, on est ouvert à tout ce qui se passe autour, on peut être là pour les gens, on peut être à l'écoute. Donc ça, c'est très important. Tu as dit deux choses qui m'intéressent, alors que je ne les oublie pas. Il y avait la question de la grande confiance en soi et la question de on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je vais compartimenter parce que c'est deux trucs que je voulais aborder. On peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'il faut rentrer dans un moule vocal. Ce qui peut m'amener à une troisième question sur ton répertoire. Est-ce que ça a été évident dès le début? Donc on va mettre ça aussi de côté parce qu'il faut pas l'oublier. Ensuite, que parfois on a l'impression que, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'image qu'on transmet, etc., qu'il faut rentrer dans un moule. Et je trouve ça intéressant que tu dises que toi, si tout le monde va boire un verre mais que toi tu sens que tu as besoin de te ressourcer après la répète ou je ne sais quoi, bah tu le fais et c'est pas très grave et de toute façon c'est ce que toi tu as décidé, donc c'est ce qui importe. Donc ça c'est important, je pense que ça s'entende aussi qu'on est obligé de rien en fait. On n'est pas obligé d'aller boire un verre pour voilà tous les soirs. Enfin, si on a besoin d'être seul, on le fait. Et la troisième chose, c'était donc la question de la légitimité et de la confiance en soi. Tu dis que ça nécessite une grande confiance en soi pour faire ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose avec laquelle tu as eu du mal, la confiance en toi? Est-ce que encore aujourd'hui, c'est parfois difficile de te sentir en confiance, de te sentir légitime? Il y a beaucoup de choses là, mais peut-être abordons la légitimité et la confiance d'abord. La légitimité, la confiance, c'est hyper intéressant. Comme je te disais tout à l'heure, moi je me suis toujours un peu sentie en marge de la société parce que j'ai suivi un parcours qui était le mien, parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres de personnes qui croyaient en moi aussi et qui m'ont laissé mon espace comme mes parents. C'est quelque chose qui se construit avec les années, qui se construit avec les rencontres aussi et qui grandit à partir du moment où on décide, je crois, de s'aimer et de s'assumer. Et ça me fait penser notamment aux auditions, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour les jeunes chanteurs ou pour n'importe quel chanteur. Moi, j'ai toujours eu la chance que les auditions, ce soit pas un moment de stress, parce que j'y suis toujours allée en me disant, voilà, en face de moi, j'ai des personnes qui sont des professionnels,
Mais il ne faut pas non plus les surestimer ou les mettre sur un piédestal. Ces personnes-là, ce sont des êtres humains qui ont des problèmes, qui vont bien aussi, mais qui ont des attentes, qui viennent de leur éducation, de leur culture, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec qui on est, avec ce qu'on propose et avec la pièce, par exemple, pour laquelle on vient auditionner. Enfin, voilà, même quand tu regardes culturellement, dans tel pays, tu vas vouloir une Pamina comme ça et dans un autre, une comme ça. Mais ça vient de la culture. Donc ça, c'est au-delà de ce dont toi, tu peux pas affecter cet espace-là. Il est déjà là. Donc, un peu entrer en résilience, quoi. Tu vois, t'acceptes ce que t'as en face. Ces gens-là sont là. Et moi, je suis Léa. Je suis comme ça. Voilà ce que j'ai à vous proposer maintenant. C'est trop bien. On va dans le sens, c'est trop bien parce que je veux passer un moment de kiff avec vous. Si ça vous touche pas, c'est pas grave. Moi, ma sœur, elle déteste la coriandre et moi, j'adore ça, tu vois. Enfin, mais bon, on s'aime quand même. C'est pas important. On est tous différents. Et on parle de bouffe encore, ouais. et juste passer mais c'est l'essence de notre métier, c'est avoir envie de partager, de communiquer une émotion et de communiquer de la joie et de communiquer de l'amour. Moi, c'est ça mon message dans la vie. On a tous nos chemins de vie. Moi, j'ai eu un pépin de santé il y a quelques années qui m'a fait réaliser à quel point c'était important d'être bienveillant et pourquoi me demander pourquoi est-ce qu'on est là, quel est notre but dans notre existence. Y a-t-il un but? Moi, j'ai pas de réponse à ça, si ce n'est que j'ai envie de vivre dans la joie et dans l'amour. Donc, quand je veux auditionner, j'ai envie de passer un moment. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi si on y va, c'est qu'on s'est préparé. Ça, c'est très important. Pour avoir confiance en soi, il faut s'être donné les moyens. Donc, il faut avoir bien travaillé. Mais si on a fait de notre mieux, il n'y a pas de peur à avoir. Et si la personne en face de nous ne comprend pas ou n'est pas touchée, c'est pas grave. Et il faut aussi prendre du recul avec les réponses que l'on a. Il y a toujours forcément un peu de juste. Donc, il faut savoir l'écouter avec du recul, sans prendre les choses pour soi. Ça aussi, c'est important. Vraiment, faut pas... Enfin, tout ça, c'est vraiment que mon avis, mais faut pas prendre les choses personnellement. Sinon, ça nous affecte et ça vient faire grandir notre ego qui n'a pas lieu d'exister, en fait. Si on n'avait pas d'ego, la vie serait tellement plus simple. Et puis, grandir de ces moments-là. Il y a des matins où il faut accepter qu'en se levant, il y a des matins où on a plus d'énergie que d'autres, il y a des matins où on va mieux et c'est pas grave, c'est comme ça, demain ça ira mieux et puis c'est une leçon on va passer au travers de cette journée et on va faire de notre mieux. Donc quand on est en audition, pour moi le principal c'est d'être bien préparé, d'avoir envie d'entrer en communion et de partager quelque chose. Une fois de plus, si on parle de Joyce Di Donato, le nombre d'auditions qu'elle a faites avant d'obtenir son premier boulot en Europe, je crois qu'elle a fait une tournée d'une 30aine d'auditions avant d'être castée quelque part et de pouvoir enfin démarrer. Voilà, c'est des sensibilités, c'est des moments de la vie. Il faut accepter qu'on a aussi plus ou moins de chance. Moi, j'ai tellement de chance dans la mienne que c'est peut-être facile de parler comme ça. Ouais. Donc, ce qui te donnait confiance quand tu étais en audition, c'est le fait de t'être bien préparé en termes de travail, de ce que tu allais proposer. Et de te dire, de toute façon, moi, je vais kiffer et je vous propose de kiffer aussi. Donc, après, ça marche ou ça marche pas. C'est ce que Julie disait un petit peu aussi quand on avait fait la vidéo ensemble. C'est qu'elle avait dit, rappelle-toi de pourquoi tu chantes aussi. Quand tu passes une audition, et transmet cette joie de chanter, voilà. Et ça résonne avec ce que tu dis, je trouve. Et ne rien prendre personnellement sur les retours, ça c'est très important. Et être à l'écoute des retours aussi, à savoir, on ne prend pas les choses personnellement, mais aller chercher ce qu'il y a de juste dans les retours qu'on a et grandir de ces retours-là. S'en servir comme de quelque chose qui va nous faire devenir meilleurs et nous ancrer davantage. Et du coup, pour le répertoire... donc, tu as commencé à chanter très tôt, comme tu nous expliquais tout à l'heure. Est-ce que ce répertoire de mezzo léger a été une évidence dès le départ quand tu as commencé, par exemple, à travailler, je sais pas, quand tu étais à Boulogne avec Estelle? Est-ce que tu as navigué un petit peu? Tu t'es cherché longtemps? Parce que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de chanteurs. Ou toi, tout a été plutôt clair dès le départ? Non, alors moi, j'ai commencé quand j'ai eu mes premiers cours de chant à la maîtrise. On me faisait chanter la princesse dans L'Enfant et les Sortilèges. Le feu, donc des rôles très aigus, parce que les aigus, ça n'a jamais été une difficulté pour moi, c'était la chose qui était la plus évidente avec la rapidité aussi. Et puis c'est avec Estelle on a commencé, mais c'est surtout lorsque je suis arrivée à Venise,
où on m'a posé dans un répertoire de mezzo léger. Enfin, on m'a pas posé dans un répertoire, en fait. Comme je disais avec Sarah, on a lu plein de choses pour arriver à comprendre quels étaient les rôles qui me correspondaient à ce moment-là, plutôt que les descriptifs de tessiture. Et en fait, c'est très parlant dans la musique ancienne, parce que chez Handel, le mezzo-soprano n'existait pas. C'était marqué contralto ou soprano. Donc déjà, tu te poses même pas la question. Nous, c'était plutôt sur un travail de recherche des personnes qui ont créé les rôles. Et ça, c'est ce que je conseille toujours aux jeunes chanteurs, c'est de, plutôt que de s'identifier à une catégorie vocale qui veut rien dire, c'est de trouver des chanteurs qui ont des chanteurs qui ont créé les rôles dans lesquels on se retrouve dans l'écriture vocale. C'est ce travail que vous avez fait avec Sarah pour comprendre un petit peu où c'est que tu allais aller en termes de répertoire. Et est-ce qu'à partir de là, du coup, c'est devenu plus limpide ? Oui, c'est devenu beaucoup plus limpide. Après, il fallait aussi laisser le temps à la voix de se développer. Et je trouve que c'est toujours intéressant de commencer avec un répertoire plutôt médium pour les voix qui sont ambiguës, parce que ça permet de construire le socle de la voix, les fondations de la maison, et petit à petit de monter jusqu'à ne plus s'arrêter. Moi, ça m'a beaucoup aidé, et maintenant, je fonctionne toujours comme ça. En fait, je ne regarde jamais la définition de la catégorie vocale du rôle. Jamais. Peut-être par curiosité, une fois que j'ai appris le rôle, et je me dis, ah, au fait... Et puis je découvre que Dorabella, il y a marqué soprano, alors qu'on décide de... Voilà, ça veut tout et rien dire, parce que ça veut dire quoi, soprano ? Il y en a tellement... Chaque voix est en soi la définition d'une catégorie vocale. Par exemple, c'est super intéressant, si on pense à Così, Cecilia Bartoli, elle a chanté Despines, elle a chanté Dorabella, puis elle a fini avec Fiordiligi. Et c'est plutôt des moments de vie, des moments c'est plutôt l'environnement du casting, la taille du théâtre, qui définit aussi ce qu'on va vouloir chanter. Après, dans le répertoire qu'on choisissait, moi, j'ai toujours chanté des choses dont je pouvais chanter le rôle en entier. C'est-à-dire que, par exemple, l'air de Michaela, je peux le chanter, mais le rôle, non. Donc, je ne vais pas amener Michaela à une audition. J'avais toujours envie que ce soit totalement cohérent et que lorsque je présente un air en audition, on puisse se dire, on peut l'engager dans ce rôle-là. Ça, c'est pour moi une évidence. Et c'est chouette aussi de démarrer avec des petits rôles, parce que ça nous permet d'apprivoiser la scène, ça nous permet de prendre confiance. Faut pas forcément commencer en regardant les premiers rôles. C'est aussi très formateur de chanter des petits rôles, de pouvoir commencer à faire ses premiers pas sur scène avec des choses pas forcément très exposées, mais qui nous font gagner de la confiance justement en nous, parce qu'on apprivoise la scène. Il y a tellement de choses à penser lorsqu'on est sur scène, et on ne nous le dit pas forcément lorsqu'on étudie, mais c'est pas que connaître sa partition et interpréter son personnage, c'est apprendre à gérer le plateau, la lumière, regarder le chef, ses collègues. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'après je voulais rebondir sur quand tu dis que c'est bien de commencer par les petits rôles, parce que t'es sur scène, t'as une responsabilité, et il y a malgré tout une pression aussi. On met de l'argent sur toi, quoi. On mise un peu sur toi aussi. Donc plus ce rôle est important, plus t'es sur scène, plus il faut assurer. Donc il y a aussi une pression, et c'est pas, en tout cas moi je dis ça sans méchanceté ou négativité aucune, mais c'est pas tout le monde qui peut aussi avoir le mental pour résister à cette pression de chanter Gilda, de chanter tous les grands rôles. Faut aussi avoir un mental d'acier, et s'il y en a qui l'ont dès le départ, tant mieux, mais c'est vrai que grandir petit à petit en commençant par des rôles plus petits, je pense pas que ce soit une énorme bourde vu ce qu'on peut avoir après à chanter, quoi. Non, moi je trouve au contraire que c'est très important, parce que c'est apprendre à gérer la scène, c'est pas évident, c'est pas quelque chose d'inné, sauf peut-être pour certaines personnes, mais même si tu penses sur le plan pratique, apprendre à faire des changements rapides de costume, ça apporte beaucoup de stress. Être sur scène et savoir être dans la bonne lumière, arriver à regarder le chef sans le regarder directement, regarder dans les prompteurs, gérer l'espace de ses collègues, savoir le timing, ok, donc mon air, je dois faire cette traversée-là au niveau de la mise en scène. Donc, par exemple, Chérubin, très facilement, on est essoufflé avec Chérubin parce qu'on nous demande de courir partout. Donc, il faut savoir gérer son souffle, son énergie, savoir gérer ses mouvements, la fatigue que ça va impliquer. Et en fait, commencer par des petits rôles, c'est commencer à
entrer dans un nouveau monde, parce que déjà quand on passe de sa salle de conservatoire à la scène, c'est complètement une autre vie. Et puis ça nous donne petit à petit de la confiance en nous pour après aborder des rôles plus importants et arriver à gérer la quantité de stress qui vient avec. C'est super formateur. Et puis regarder ses collègues, voir eux qui sont plus âgés aussi, comment ils gèrent le stress, comment ils gèrent le rôle. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, moi, regarder des cours de chant, ça me fascine parce que presque j'apprends plus en écoutant des cours de chant que moi-même en pratiquant. Mais c'est pareil sur scène. Commencer par des petits rôles, c'est idéal. Comme je disais tout à l'heure, je suppose que être comme ça, être exposé comme ça, c'est beaucoup de pression. Et est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà ressenties parce que Chérubin, c'est pas un premier rôle, mais c'est quand même un personnage dans Les Noces, par exemple, qui est quand même super important. Comment tu gères la pression sur une production? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Les fois où j'ai eu des rôles titres, c'était pas forcément plus stressant en fait. Ah oui, Rosine par exemple, tu avais... Ouais, Rosine par exemple. Par exemple. À partir du moment où je suis bien préparée, il y a du stress évidemment, mais c'est un stress qui est gérable. Les moments où vraiment je peux paniquer ou même perdre un peu pied sur scène, c'est les moments où mais ça m'arrive plus parce que je sais que ça me coûte trop, c'est les moments où j'étais pas bien préparée. Et puis il y a aussi des moments où tu arrives à un stade où tu es tellement préparée, par exemple si je pense à mon récital Vivaldi avec l'ensemble Jupiter, donc on a tourné, on a dû faire une 40aine de concerts. Et en fait maintenant je m'offre la liberté d'un lâcher-prise. C'est un peu comme refaire Chérubin plusieurs fois. Et maintenant, je me dis, bon, allez, on va passer à un nouveau stade de kiff qui est essayer d'être comme à l'époque des chanteurs où les da capo n'étaient pas écrits, mais c'était de l'improvisation. Et en fait, là, tu es à un moment donné où, avec le public, il y a un truc magique qui se passe parce que les gens le sentent d'une certaine manière et tu lâches tout, tu te dis, bon, j'espère juste rester dans l'harmonie, au moins, ce soit le minimum, tu vois. Mais ça, tu peux pas le faire au début, c'est quelque chose qui demande... du temps, de la confiance, beaucoup de travail, de la confiance en soi et de la confiance en les autres. Mais une fois de plus, si tu as créé ta bulle, c'est beaucoup plus gérable. Et c'est bon aussi d'avoir des amitiés qui n'ont rien à voir avec notre métier. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie qui fait totalement autre chose et ça nous fait aussi un peu relativiser. Et aussi, moi j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui fait le même métier que moi et deux très proches amies qui sont aussi chanteuses et qui sont en carrière et qui sont seules à la maison pendant des semaines. Et du coup, on peut, dans notre solitude et dans ce moment où on est très loin les uns des autres, être ensemble parce qu'on vit la même chose. Et ça, je pense que ça aide aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de moments où on se sent seul. Et puis, il y a ce moment très curieux où tu passes de... T'as chanté, t'es arrivé au théâtre à 15h, t'as fini ton spectacle, il est 23h, t'as une poussée d'adrénaline faramineuse, il y a le public, on t'a applaudi, t'étais le centre de l'attention et tu rentres chez toi, tu pousses la porte du théâtre et t'es toi quoi, dans tes baskets avec ton sac en plastique et tu rentres à la maison, t'es seul. Pour ce peu que t'aies pas de copains du tout qui soient là ou tes collègues qui veuillent pas aller boire un coup parce qu'ils ont le droit, comme on l'a dit, ou ils ont peut-être d'autres personnes à voir. Tu rentres chez toi et t'es seul et tu te dis mais pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut toujours le faire en conscience et quand ça devient quelque chose qui nous prend trop d'espace dans la tête et qui nous fait trop souffrir, de toute façon c'est pas bon. Et comme tu disais par rapport à Julie, ce que disait Julie je trouvais super juste, quand on chante on est là on doit aimer ça parce que si c'est un moment de souffrance, le public, on va le faire souffrir aussi, hein, très clairement. Donc, j'ai une amie qui un jour m'a dit, bon, voilà, j'ai pris une décision. En fait, je crois que être soliste, c'est pas ce qui m'épanouit, c'est pas là où je me sens bien. J'ai envie de prendre cette décision-là. Et j'ai dit, mais en fait, oui, bien évidemment. Enfin, c'est pas les mêmes métiers. Et il faut être... je veux dire, pour faire du chant, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre face à une pression énormissime et pas être épanoui. Ça sert à rien, sinon on fait autre chose. Et c'est comme ma prof de chant. Ma prof de chant, elle a jamais voulu être chanteuse. Elle a toujours voulu enseigner. Et faut arriver à se souvenir de pourquoi on est là et les raisons pour lesquelles on chante aussi. Et est-ce que c'est des raisons qui sont propres à ce qu'on est au fond de nous, ou est-ce que c'est des choses qu'on attend de notre part,
ou pour faire plaisir à sa famille ou à la société. C'est très important. C'est un métier où on doit être tellement connecté avec nous. En fait, c'est un des plus beaux métiers du monde aussi parce qu'on doit prendre soin de nous et qu'on doit être très à l'écoute de tout ce qu'on ressent. Et on ne peut pas faire semblant. Du coup, merci Léa de m'avoir accordé ton temps. C'était encore une fois super, super riche. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc pour conclure, faire un petit bilan Déjà, merci à toi. C'était génial de pouvoir parler comme ça ouvertement. Je trouve que c'est important et c'est une super initiative que tu as eue. Molto brava. et non, voilà, pour résumer, notre métier, c'est un métier de passion. Il faut avoir confiance des sacrifices que l'on va avoir à faire, que ce soit des sacrifices qui ne soient pas trop pesants, d'arriver à les rendre vivables et de faire ça dans l'amour et dans la joie. Et de ne pas oublier que c'est un métier de communion et on est là pour communiquer quelque chose et que quand il y a des moments qui sont pas faciles, c'est pas grave, le lendemain ce sera peut-être plus facile et si le lendemain est pire, il y aura un moment où ça ira mieux. D'être très à l'écoute de son corps, de son mental, mais pas trop non plus parce qu'après on peut tomber dans une spirale compliquée, notamment quand les auditions, tout ça se passe pas bien. Arriver à entretenir et à faire grandir sa confiance en soi pour pouvoir être bien avec soi et avec les autres et pour pouvoir offrir le meilleur de soi-même. Et si c'est vraiment ce qu'on aime, continuer, parce qu'il y a un moment où ça va payer. Et comme dit Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et je pense vraiment que si on rêve de la chose, elle arrive. Il faut juste se dire que si l'univers nous donne des choses difficiles, c'est pour nous faire grandir. Et on pourra s'en servir comme d'une force. On pourra s'en servir dans notre art aussi. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop cool. Je te souhaite une bonne poursuite de tes répétitions avec notre ami Chérubin. Et Toy avec Faust alors? Oh oui, ça va être trop bien. Ah oui, c'est pas bien. J'étais si émue de voir mon nom sur la petite carte Opéra de Paris, Angélique Moisard. Oui. J'étais là genre... C'est ton badge. Ouais, je me suis dit mais... c'est cool. Ouais, mais tu vois, c'est hyper important. Ça peut sembler quelque chose de petit, de pas important, un badge ou quelque chose comme ça, mais moi, c'est dans ces choses-là où je trouve aussi vachement de force, tu vois. Je finis pas de m'émerveiller d'entrer à l'Opéra de Zurich ou d'entrer dans telle ou telle maison. Alors peut-être parce que ça reste toujours nouveau pour moi puisque c'est des débuts. Mais c'est aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que tout ça n'est pas acquis et que tout ça reste du domaine du merveilleux puisqu'on vit notre rêve. Donc ton petit badge, mais oui, moi j'aime voir chaque jour de répétition avec un regard d'enfant et comme quelque chose de merveilleux. Et après, il faut savoir mettre ses limites. T'acceptes pas forcément toutes les conditions, tout ça. Il faut aussi savoir se protéger. Mais c'est tellement important d'essayer de voir la vie avec un regard frais et un regard d'enfant parce que comme ça, tout est toujours vivant et beau et du coup nous nourrit et fait que dans les moments où ça va moins bien, on a des ressources aussi pour... Tu vois, si t'es un peu triste que t'as pas eu une bonne répète et que tu t'es pas senti bien... quand tu vas ouvrir ton sac à dos et que tu vas voir ton badge, si ce petit badge, c'est un outil de joie, tu vois, il faut pas oublier que les choses sont pas acquises et qu'il y a de la beauté partout pour nous rendre heureux. Et même si tu as fait une audition et que ça se passe pas bien, peut-être qu'à l'audition, tu vas avoir croisé un super chargé de prod et quelqu'un de gentil qui t'aura dit quelque chose qui fera que peut-être dans 15 ans, tu t'en souviendras toujours et tu te diras, mais en fait, de cette audition, je ne me souviens pas du résultat. Je me souviens de cette petite chose qui m'a été dite. Merci Léa de m'avoir accordé ce temps entre les deux répètes. Et je te dis à très bientôt. Bonne répète cet après-midi. Et puis voilà. Okay. Et toi aussi, bonne répète demain. Amuse-toi bien. Salut, merci, bisous. Ciao, ciao. Bisous.
peux vous dire que je vais encore galérer au montage parce qu'on a dit beaucoup de choses, toutes très intéressantes et voilà, donc vraiment très contente de la richesse de cet échange encore une fois. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aller voir sur Instagram ce que je fais, ce que Léa fait. Vous la connaissez très probablement, donc c'est pour ça que vous êtes venus sur la vidéo. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao!